Qui dit mixage dit équalisation et je vais commencer par vous parler d'un plugin d'EQ un peu atypique, le Lindell TE100. Il est un peu atypique déjà par ses caractéristiques puisqu'il émule à la base le cache UE100, donc un vrai hardware. Ce vrai hardware qui n'a pas moins de 14 tubes. Donc c'est quand même énorme pour un EQ, pour un poids d'environ 25 kg, ce qui est quand même assez énorme pour un rack. Ce plugin, on le voit bien, il a plusieurs zones, mais avant de rentrer dans ces différentes zones, je vais partir sur le menu qui se trouve en haut à droite. Dans ce menu-là, on va retrouver quand même des paramètres qui vont être importants, notamment au départ, tout simplement la calibration ou ce qu'on peut appeler l'operating level. De base, ou plutôt en standard, l'operating level c'est plus 4 dBU donne le 0 du vumètre, nous donnerait le moins 18 dBFS. Ça c'est globalement dans la théorie, c'est ça. On voit bien que cette calibration, elle peut changer, il suffit juste d'être conscient de ce qu'on fait. Et là, par défaut, la calibration du plugin vaut plus 4 dBU donne 0 vue, donne moins 14 dBFS. Donc vous pourrez adapter cette calibration de moins 20 dBFS à moins 12 dBFS. Par défaut, c'est moins 14. Vous allez retrouver l'oversampling, c'est-à-dire la capacité du plugin à multiplier votre fréquence d'échantillonnage pour être plus précis sur son action. Alors, par défaut, on est à x2. Vous pouvez monter jusqu'à x16, mais attention, plus vous allez monter en oversampling, plus ça va demander de ressources à votre système. Donc, attention de ne pas vous dire « Ah bah, je vais me mettre tout à fond, comme ça au moins j'aurai une super qualité ». Oui, mais il faut aussi se rendre compte que plus l'oversampling est fort, plus la ressource demandée à l'ordinateur est grande. Autre paramètre non négligeable, c'est la fonction analogue, d'accord, qui est simple, hein, on-off. Alors, elle revêt quoi cette fonction analogue? Cette fonction analogue, tout simplement, lorsqu'elle va être activée, et c'est le paramètre par défaut, ça va générer des harmoniques, générer du bruit de fond, ça va générer la distorsion de phase pour se rapprocher au plus proche, au plus près, vraiment, de ce que reproduit la machine au niveau hardware. Donc, on voit bien que par défaut, le but, si on utilise ce type d'EQ-là en plug qui émule des vraies bécanes, c'est de se rapprocher, quoi qu'il arrive, des vraies bécanes. Donc, avec Analog On, la génération d'harmonique, le bruit de fond et la distorsion de phase. Sinon, vous annulez tout ça et vous êtes sur quelque chose d'un peu plus droit. Dernier paramètre, non des moindres, vous le voyez ici, la capacité de gérer la taille de l'affichage, c'est pas négligeable. De 70 voilà, à 100%, qui est par défaut. Donc, bon, alors c'est vrai que quand on est sur un écran, voire des fois même sur deux, si on a plusieurs plugins d'ouvert, avoir à 100%, c'est un peu ennuyeux. Donc, je vous conseille de réduire un peu pour optimiser tout simplement la place sur votre écran. Dans cette barre-là, où j'ai trouvé mon menu, j'aurai aussi la capacité, ici, en in et en out, traduction, de gérer tout simplement le niveau d'entrée dans le plugin et son niveau de sortie. Et on verra que ça va pouvoir être important, notamment au niveau de l'entrée, par rapport à certaines caractéristiques. Donc ça, c'est, on va dire, les paramètres de base qu'on va pouvoir trouver ici dans la toolbar et dans le menu qui se trouve à droite de votre toolbar. Je vais commencer non pas par vous parler des différents filtres, mais par cette section centrale ici. Cette section centrale avec un switch et un rotatif. Le premier, celui-là, correspond tout simplement au fait de bypasser votre plugin. Donc c'est l'équivalent de faire cette manip-là sur votre dos, c'est-à-dire de bypasser votre plugin. Lorsque vous faites ça, vous passez directement, j'allais dire,
sans modifier votre signal. À la différence d'ici, où entre le in et le out, si jamais je suis en in, j'active les filtres qui seraient éventuellement paramétrés. Si je suis en out, je profite de toutes les lampes et de tous les transfos de la machine, tout en désactivant les filtres. C'est-à-dire que je peux me servir du TE100, en gros, comme générateur d'harmonique. Et c'est pour ça que je vous parlais de l'importance du niveau d'entrée, parce que lorsque vous allez faire ça, si vous décidez de passer dans le TE100 juste pour sa génération d'harmonique et sa caractéristique sonore, eh ben vous allez vous mettre sur Out ici et gérer votre niveau d'entrée, donc généralement dans le positif pour rentrer plus ou moins fort, pour générer plus ou moins d'harmonique, avec le fait de dire quoi ? Si vous ne voulez pas avoir d'influence sur le niveau global, hormis la génération d'harmonique, vous allez par exemple rentrer à plus 5 et sortir à plus 5 pour compenser, entre guillemets, le fait d'être rentré plus fort. Oui, mais comme vous allez rentrer plus fort et que c'est la simulation d'un EQ à tube, vous allez rentrer plus fort dans les tubes, donc vous allez générer plus d'harmonique. Si je vous fais tout de suite une petite écoute. Donc là, j'ai placé mon TE100 volontairement sur la globalité de ma session, c'est-à-dire sur mon Busmaster. Donc là, je suis donc 100. Je l'active. Bypass. Alors vous allez me dire, écoute, j'ai pas trop entendu. S'il y a une action, c'est assez subtil. Alors attention, et c'est vrai, ce n'est pas comme un générateur d'harmonique au sens propre du terme, c'est-à-dire ce n'est pas comme un VSM3 de chez Vertigo ou comme un HG2 de chez Blackbox. Attention. Par contre, là, on sent la génération d'harmonique, surtout notamment sur les sources sub et bas du spectre. On sent que ces sub et ce bas du spectre sont un peu plus denses, légèrement plus présentes. Après, si vous voulez plus d'harmonique, ressentir un peu plus l'effet de la génération d'harmonique, à vous tout simplement de rentrer encore plus fort dans le plugin. Je bypass, même endroit. Vous voyez là, c'est trop, puisqu'on entend des craquements. Vraiment, on entend de la distorsion. Donc, ça veut dire que là, il y a un réel effet. Donc, mais on voit bien l'action du TE100 alors que tous les filtres sont bypassés. Je suis sur le out. Donc, en fait, je rentre dans la machine sans tenir compte des filtres. Et seuls les tubes et les transfos, enfin la simulation des tubes et des transfos agit. Donc on voit bien que tout à l'heure j'étais à plus 5, c'était assez léger, on le captait sur le bas du spectre et le sub. Là, on voit bien que je suis rentré à plus 9, malgré la compensation en disant je sors à moins 9, donc on voit bien qu'on n'a pas de différence de niveau. On voit bien que là, ça craque, ça distord. Donc l'action de la génération d'harmonique est bien audible. Donc là, première chose à savoir, le TE100, vous n'êtes pas forcément obligé de vous en servir comme EQ. Alors, ça peut paraître bizarre en soi de dire j'utilise un EQ mais pas pour filtrer. Eh bien oui, c'est possible. On nous donne la capacité de bypasser les filtres. Ceci étant dit, première chose à savoir sur ce TE100, c'est que tous les boutons de gain vont être steppés. Vous voyez que j'ai des crans. D'accord, ici, lorsque je me déplace, ce n'est pas des déplacements continus, ce sont des déplacements donc crantés. Ce qu'il faut savoir, c'est que la valeur du cran est d'environ 0,5 dB. C'est-à-dire que d'une position à une position à côté, d'un step, vous allez à peu près avoir une hausse
ou une baisse, ça dépend quel type de correction vous avez choisi. Vous allez avoir une hausse ou une baisse d'environ 0,5 dB. Donc voilà, l'écran forcément ne sont pas très grands, mais on voit bien qu'on ne peut pas faire du continu. On est vraiment sur du steppé. Ça, c'est valable pour n'importe quel bouton de gain de cet EQ-là. Donc un step d'environ 0,5 dB. Si maintenant je rentre dans les différentes sections, on voit bien que c'est un EQ dans lequel je vais choisir des fréquences données. Là, au niveau du low boost, ce low boost qui est un shelf dans lequel je vais pouvoir choisir la pente, 6 ou 12 dB par octave, je n'ai qu'un choix, entre guillemets, réduit de fréquence. J'ai à ma disposition 4 fréquences, plus le lean qui désactiverait ce filtre-là. C'est-à-dire, je peux tester, me dire, tiens, 170, hop, ça ne marche pas. OK, je vais me remettre sur lean. Lorsque je suis sur lean, tout simplement, le filtre est bypassé. Ensuite, je vais avoir tout simplement le fait de pouvoir booster, puisque ce filtre-là ne fait que booster. Je ne peux pas cutter, par exemple, ici, le 85. Ce sera forcément 85 en boost ou 170 en boost avec une range de 0 à plus 20 dB. Donc, on est quand même relativement large. Donc, un premier filtre, low shelf, 6-12 dB par octave, avec 4 fréquences à notre disposition. Là, je vous ai dit que ce low boost, comme son nom l'indique, c'est un shelf uniquement positif. Je vais pouvoir ici utiliser cette fois un shelf négatif, mais qui a une fréquence fixe. Cette fréquence fixe, elle est, on le voit ici, de 60 Hz. Donc, je n'ai pas le choix en termes d'atténuation de la fréquence. Je n'ai pas le choix non plus de la pente puisque c'est une pente à 12 dB par octave par opposition au premier boost qu'on avait vu ici qui était un shelf aussi où j'avais le choix entre 6 et 12. Donc, ce filtre-là, un seul bouton, facile, 12 dB par octave, shelf sur 60 Hz et inférieur bien sûr. Donc, de 0, correction de 0 à moins 12 dB. On a la capacité, bien sûr, d'avoir un low cut ou high pass. Pareil, 4 fréquences à ma disposition, 40, 60, 85 et 125. Possibilité cette fois aussi de choisir la pente de mon filtre avec une pente à 12 ou 24 dB par octave et d'annuler ce filtre, de bypasser ce filtre, comme ici pour le low boost, lorsque je choisis de rappuyer sur lean pour tout simplement enlever ma correction. Donc, c'est équivalent low boost, low attenuation et low cut. De l'autre côté, on a la même chose pour l'aigu. C'est-à-dire qu'on a nos 4 fréquences en high boost, donc le penchant du low boost ici. Donc, c'est aussi un shelf et même caractéristique, le choix de la pente à 6 ou à 12 dB par octave. Idem pour la correction avec tout simplement de 0 à plus 20. Comme pour le low attenuation, on a tout simplement le high attenuation qui lui est aussi un shelf sur une fréquence cette fois de 10 kg avec une pente elle aussi de 12 dB par octave. Bien sûr, si j'avais un low cut, j'ai un high cut. Pareil, choix du 12 ou 24 dB par octave. Mes 4 fréquences possibles avec la possibilité d'annuler avec l'appui sur le lean. D'accord? Donc, on voit bien, on a une symétrie dans le spectre. Low boost, low attenuation, low cut. De l'autre côté, high boost, high attenuation, high cut. D'accord? Donc, ça, c'est assez simple. Et vous allez me dire, jusque-là, hormis le fait qu'on est obligé de choisir une fréquence et qu'on n'a pas un choix de fréquence continu. Voilà. En gros, c'est un EQ comme un autre. Donc là, je vais vous dire, oui, c'est un EQ comme un autre. Ensuite, par contre, on va arriver sur la zone médium. On voit bien que cette zone médium, elle est divisée en 2 bandes. Low band et high band. On voit bien ici qu'on va avoir lower, mid et upper. La plus basse, la plus haute et, entre guillemets, la fréquence centrale. Avec, quoi qu'il arrive, ici,
mon boost ou mon cut selon que j'appuierai sur, tout simplement, là c'est visuel, hein, la partie boost, la partie cut ou, comme d'habitude, le lean pour annuler l'action du filtre. Donc ça, c'est pas très compliqué à comprendre. Par contre, regardez, lower et upper, c'est-à-dire que d'habitude, qu'est-ce que vous faites? Vous avez plutôt tendance à choisir une fréquence centrale, booster, cutter et choisir la largeur de bande. Là, on va dans un premier temps, par exemple, ici, si je coche 60 et que je coche 300, en gros, l'EQ va me faire alors un boost ou un cut, tout simplement entre 60 et 300. D'accord? Entre 60 et 500. Mais là, si vous remarquez, regardez, entre 60 et 300, par exemple, ici, rien ne se passe. Entre 60, par exemple, et 500, je vais avoir ici l'action d'une fréquence centrale. C'est-à-dire que je vais avoir alors un cut ou un boost, mais entre 60 et 500 avec une fréquence centrale de 180. Et là, regardez, si par exemple, je clique directement ici sur 500, le 500 se grise. Vous voyez qu'avec ce 500, j'ai automatiquement, par exemple, la fréquence de 180 et de 1200 qui se sont enclenchées. Comme si j'appuie sur 700, j'aurai le 300 et le 1700. Lorsque je vais être dans cette situation-là, donc avec une fréquence centrale déterminée, lorsque je vais cliquer et regardez me déplacer verticalement en haut ou en bas, regardez ce qui va se passer. Je change les fréquences lower et upper qui sont tout simplement qui sont enclenchées. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je suis ici, je suis sur une largeur de bande autour du 500 Hz la plus serrée possible. Lorsque je vais descendre, vous voyez, là j'ai le 180, le 1200, le 110, 1700, le 60, 2400. Je vais élargir autour de mon 500 la largeur de bande. Donc je vais pouvoir ici avoir ma fréquence centrale en 500, quelque chose de serré et d'élargir au fur et à mesure que je descends et d'avoir, je vois très clairement la fréquence lower et la fréquence upper qui s'enclenchent. Et donc là, en 60, 2400, je sais que je suis sur un 2500 en correction avec tout simplement quelque chose de large, donc avec une belle qui va être très large. Donc, si je reviens ici, hop, donc je suis sur 500 et très serré, on va écouter. Je vais faire un boost un peu violent. Alors là, c'est très serré. Je vais ouvrir au maximum. Je vais resserrer. Et que là, on sent que l'action fréquentielle elle est vraiment serrée, elle est vraiment regroupée sur une seule zone. Je vais ouvrir. On voit bien là que la quantité de fréquence prise, elle est beaucoup plus grande. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais qu'il est un peu particulier dans l'utilisation. C'était surtout par rapport aux bandes, j'allais dire mid, le low band et le high band, donc au niveau entre guillemets du médium, j'allais dire entre 12 guillemets, puisque là on part à 60, donc c'est pas vraiment le médium. Et on voit bien, pareil, le choix des fréquences lower, upper, avec tout simplement le fait de dire, là, ça me permet de faire un boost ou un cut, je le redis, entre ces deux fréquences-là. Lorsqu'on a choisi une fréquence, on a ensuite la possibilité tout simplement de se déplacer verticalement de manière continue vers le bas ou vers le haut. Vers le haut, je réduis forcément l'action, c'est-à-dire que je resserre ma bande lorsque j'ouvre.
je descends, j'ouvre ma bande. Et c'est valable aussi, par exemple ici, je suis entre 600 et 2,4. Lorsque j'appuie par exemple directement ici sur 2,8, j'ai la capacité, pareil, d'élargir ou de resserrer ma correction. Donc on voit bien, c'est des petites choses à savoir sur cette EQ pour bien l'appréhender et surtout pour, j'allais dire, avoir les bons réglages et savoir en connaissance de cause ce qu'on peut faire avec ce dernier. Donc on voit bien toutes les possibilités qui nous sont données par ce TE100 de chez Lindell, qui est un double plugin pour moi, entre guillemets, c'est-à-dire aussi bien l'aspect filtrage EQ que l'aspect génération d'harmonique lorsqu'on on décide de bypasser les filtres et de rentrer plus ou moins fort pour utiliser en gros la caractéristique de ces tubes. Je vais maintenant vous parler du célèbre EQ de chez SPL, le Pass EQ. Alors, comme son nom l'indique, le Pass EQ, c'est un EQ passif, c'est-à-dire que l'ensemble des filtres de cet equalizer, puisque ça émule une vraie machine, est construit grâce à des composants électroniques passifs. Un composant électronique passif, c'est un composant qui n'a pas besoin d'alimentation pour fonctionner. Exemple, une résistance est un composant électronique passif. Un condensateur est aussi un composant électronique passif. Par opposition à quel type, par exemple, de composant? Tout simplement un AOP. Un AOP a besoin d'une alimentation continue, en standard en plus ou moins 15 volts, mais chez SPL d'ailleurs ça peut monter à plus ou moins 60 volts, d'où l'appellation que vous avez déjà pu entendre. Les machines SPL sont des rails de 120 volts, fonctionnent avec des rails de 120 volts. Des rails de 120 volts, c'est une alimentation de l'AOP de plus ou moins 60 volts. Donc pour la partie un peu explication, voilà, le Pass EQ, ce sont des filtres qui sont construits avec des composants à la base passifs. Alors bien sûr, là on est dans le domaine numérique, donc le but de ce plugin est d'émuler ce type-là de filtres. On voit que ce Pass EQ, il n'est pas exactement construit comme un EQ standard. Pourquoi? Parce que de chaque côté, que ce soit gauche, droite, ou alors si je le mets en MS ici, MS, et tout simplement, j'ai les cuts d'un côté et les boosts de l'autre. C'est-à-dire que sur un EQ ou sur des EQ standards, j'ai, exemple, ma fréquence, mon facteur de qualité et mon gain si jamais je suis sur un EQ paramétrique. Je choisis ma fréquence, je cut ou je boost, mais je suis sur le même potard. Or là déjà, c'est pas le cas. J'ai les cuts d'un côté et les boosts de l'autre. Si je remarque bien, est-ce que les boosts et les cuts ont les mêmes fréquences? On voit bien que non. Pourquoi? Si je prends le côté boost, la zone low frequency va de 10 à 550. Là où au niveau du cut, je vais de 30 tout simplement à 1,9 kg. Donc on voit bien déjà que l'échelle n'est pas la même. On voit aussi que on est sur du step, c'est-à-dire que là par exemple je peux effectuer un cut à 180 ou à 270. Est-ce que je peux utiliser pour aller à 220? Je ne peux pas. Donc on voit bien déjà que les boutons fréquentiels sont steppés, donc je dois choisir des fréquences de manière stricte, je n'ai pas de contrôle continu. Et les échelles ne sont pas la même. Et ce pour n'importe quelle bande en boost ou en cut. Donc ça, c'est le premier point. Au niveau du low frequency boost ou alors du low et low mid frequency cut. Il faut savoir que le type de filtre affecté à ces bandes, c'est des shelves. Donc sur ce boost et ce cut, lorsque vous allez agir, vous allez enclencher un shelf et ce shelf sera de 6 dB par octave. Donc aura une bande de 6 dB par octave, donc quelque chose de relativement doux. Lorsqu'on va arriver sur les bandes supérieures, donc low mid et high mid frequency dans le boost ou alors mid ou high mid frequency dans le cut, là on est sur des bells, d'accord? On est sur une correction en cloche, je dirais entre guillemets standard. On voit bien que ici, je n'ai pas le choix du facteur de qualité. Donc en gros, j'ai le gain et la fréquence sélectionnable. Donc en gros, ces bandes-là
sont tout simplement semi-paramétriques, mais comme les shelves qu'on avait sur les 2 premières bandes. Donc ici, on va être tout simplement sur une correction en bells. Sur la partie supérieure, là, attention, c'est un peu différent. Là, ici, c'était 2 shelves. Là, ici, c'était 2 bells. En haut, ça va être différent parce que le high mid frequency qui se trouve là et le high frequency en cut, d'accord, lui est un shelf. Le filtre induit sera un shelf. Alors qu'au niveau du high frequency en boost, alors là, on voit qu'on a bien sûr la fréquence, le gain, donc ça jusque-là, tout va bien, mais qu'on a aussi la possibilité d'avoir la main sur le facteur de qualité. Et donc là, on va être sur non pas un shelf, mais une correction en bell, donc en cloche. Donc c'est un peu la particularité au niveau des bandes supérieures, ce n'est pas le même type de filtre. Concernant le rapport au facteur de qualité, si je remets en parallèle une valeur de Q avec la largeur que peut induire, ce Q en termes d'octave et donc de bande de fréquence traitée, on est à peu près pour une octave au voisinage de 1,4 en termes de facteur de qualité. Ce qui veut dire que lorsque je prends un facteur de qualité d'environ 1,4, je suis à peu près sur une octave. Si je suis aux alentours, par exemple ici, de 0,6, 0,7, plutôt autour de 0,7, je sais que la bande qui va être traitée par mon filtre sera une bande de largeur d'environ 2 octaves. Lorsque je suis ici sur un facteur de qualité de 1, je sais que tout simplement, ma correction va avoir une largeur d'environ, là pour le 1, une octave, un tiers. Donc en gros, une octave et un tiers d'octave en plus. Donc c'est important d'avoir en repère. Donc si là, je vous ai dit que c'était par exemple à 0,7 au voisinage de 2 octaves, vous vous doutez bien que quand je vais descendre et que je vais redescendre à 0,1, 0,1 va être quelque chose de très très large en termes de correction. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, au niveau du pass EQ, en termes de caractéristiques sonores, on va avoir ce que j'appelle moi un EQ qui va être, entre guillemets, très smooth. C'est-à-dire que même avec des corrections très dures, très hard en termes de boost ou de cut, on va avoir quelque chose de très doux à l'écoute. Exemple, là, on va aller par exemple sur tout simplement la fréquence aiguë. Je vais me mettre par exemple sur entre une octave un tiers et tout simplement et 2 octaves. Un boost que je vais faire assez conséquent dans un premier temps, au voisinage de plus 9. Je vais dans un premier temps y passer. J'active. Je remets, bypasser. Always tell your truth and always speak your facts. So when they talking shit, man, you can't do nothing but là, j'actionne. Pareil, là par exemple si je fais dans le bas du spectre. Une action qui est plus flagrante pour le coup. Donc là vous voyez qu'on a une action qui est très infime dans le haut du spectre et pourtant je suis à plus 12,5 sur 2 octaves à 20 kg, d'accord. Alors bien sûr je peux baisser pour que ça soit un peu plus flagrant pour vous.
always tell you truth and always speak J'enlève le your bas. facts. So when they talking shit, man, you can't do nothing but laugh. Bypass. Yeah. Pull up in the spray. You can start your own way, dog, man. All it takes is splash. Always tell you truth and always speak your facts. So when they talking shit, man, you can't. Vous voyez là, on a une perception qui est forcément plus grande du fait que j'ai baissé. À 20 kg, j'étais sur la zone extérieure. À 16, forcément, je rentre un peu plus dans la zone audible. On voit bien que ça accentue certaines pointes des charlets. On voit bien que ça aussi, ça a une influence sur la perception qu'on a de la voix et l'air qu'on a sur la voix. Mais vous voyez qu'en étant à plus 12,5, c'est pas agressif au sens propre du terme, d'accord. On voit aussi que lorsque je l'ai enlevé pour vous faire écouter l'aigu, mais l'action dans le bas, bon certes j'étais à plus 9, il est assez, voilà, beau. On sent que ça met bien en avant cette zone-là, sans forcément que ça soit trop dur en termes de perception. On voit bien que ça descend jusqu'à 10 Hz. Alors on peut se dire, ouais mais 10 Hz, on est à l'extérieur, on est dans l'infrasonore. Oui, on est dans l'infrasonore, mais n'oubliez pas que la pente du filtre ici, c'est un 6 dB par octave et que donc forcément, le filtre va forcément arriver dans la zone audible. Donc là, si on fait un essai, là comme ça, tac. You can start your own way, dog, man. All it takes is splash. Always tell you truth and always speak your facts. So when they talking shit, man, you can't do nothing Voyez? but laugh. Yeah. Bypass. Pull up in the spray. You can start your own way, dog, man. All it takes is splash. Always tell you truth and always. Très logiquement, ça s'entend beaucoup sur la 808, le sub. Mais, vous voyez, même à 10, on a une action. Donc là, je peux vous tenter ici, plutôt dans le médium, pour voir le côté agressif. You can start your own way, dog, man. All it takes is splash. Always tell you truth and always speak your facts. So when they talking shit, man, you can't do nothing but laugh. Vous voyez, quand je vous parle de non-agressivité, là, je suis à 4 kg, je fais plus 7. On a très, très logiquement, on sent le filtre, mais par contre, on n'a pas d'agression au niveau de l'écoute. Donc, ce pass EQ, il va être très pratique lorsque vous allez vouloir faire des boosts un peu poussés sans vouloir ramener cette notion d'agressivité. Le pass EQ est vraiment un EQ pour ça. Il faut un peu de prise en main parce que, je le redis, le concept boost cut séparé avec les fréquences différentes, etc., ça peut perturber. Et surtout, il faut bien avoir en tête les types de filtres, d'accord, shelves ou bells, en fonction de la hauteur de votre filtre. Derrière, vous avez aussi la capacité, si jamais vous corrigez un peu fort, de réduire le niveau de sortie de votre plugin. Vous n'avez pas la possibilité de gérer le niveau d'entrée, mais par contre, vous pouvez gérer le niveau de sortie et en linké. Vous voyez ici, vous avez le link pour les deux ou en séparé, si jamais vous avez besoin d'être séparé, notamment si vous utilisez la fonction MS. Et vous aurez la possibilité de tester rapidement des corrections en vous disant, tiens, là, je prends 10 Hz plus 9, par exemple. Tiens, sur la B, j'aimerais bien faire un plus 40 à 1,7. Et rapidement, pouvoir tout simplement switcher de l'un à l'autre. Et même en mix, pouvoir, j'allais dire, automatiser ces banques A, B, C, D pour éventuellement changer des cues entre, par exemple, le couplet et le refrain. Donc, voilà ce que vous avez à savoir sur ce pass EQ pour bien l'utiliser lors de la phase de mixage. Autre EQ de chez Plugin Alliance, le Millenia NSEQ 2. C'est peut-être un des EQ les moins mis en avant, un peu méconnu des gens parce que je sais pas, peut-être qu'il fait un peu peur de par sa façade noire. Mais globalement, c'est un EQ qu'on va pouvoir utiliser sur des sous-groupes, sur du Busmaster. Attention, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la possibilité de l'utiliser sur des pistes individuelles comme la voix, les guitares, les claviers, etc. Mais c'est vrai que son utilisation entre guillemets principale, mais ça après ça dépend des gens et de la façon de mixer, c'est souvent sur les sous-groupes ou sur le Busmaster. Alors première chose à savoir si
je vais sur la section centrale, c'est qu'il y a une double topologie au niveau du fonctionnement. Soit il fonctionne sur un circuit à tube, donc à lampe, soit il fonctionne sur un circuit à transistor en JFET. Lorsque vous êtes, et c'est par défaut off, vous êtes sur un fonctionnement avec un circuit à tube. Lorsque vous activez la deuxième topologie, vous basculez sur le fonctionnement en transistor, donc en JFET, d'accord, pour être plus précis. Et en gros, ça va ouvrir les caractéristiques sonores de l'EQ. C'est-à-dire que lorsqu'on va basculer de l'un à l'autre, et notamment de tube à JFET, on va avoir un mordant sur le signal, une agressivité sur le signal, donc à correction équivalente, qui va être plus importante sur le JFET que sur le tube. Je vous bypass pour l'instant et on va écouter juste avec le réglage qui a été fait ici et je vais basculer notamment pour vous faire voir directement la différence entre l'utilisation en tube et l'utilisation en JFET. J'active. Et je vais basculer en JFET. Je vais rebasculer en JFET. Je sais pas si vous avez fait bien attention, mais lorsqu'on passe de JFET à tube ou de tube à JFET, notamment sur, c'est très marquant sur, là j'ai fait une correction dans l'aigu, une correction dans le médium et une correction dans le bas. Sur les corrections dans le médium et dans l'aigu, on a notamment sur le charlet, sur la snare, quelque chose de beaucoup plus mordant, un son qui nous paraît plus sharp, plus pointu en termes de transitoire lorsque je suis sur la fonction JFET que lorsque je suis sur la fonction tube. Donc vraiment, première fonctionnalité, on est vraiment sur une double caractéristique sonore avec ce tube et ce JFET. Au niveau de la section centrale, on a bien sûr l'activation des activations standard qui là est linkée parce que j'ai demandé le link, mais qui peut être indépendant, bien sûr, si j'enlève la fonction link. Bien sûr, comme dans beaucoup de plugins de chez Plugin Alliance, la fonction MS, d'accord, pour transformer le LR en mid-side, d'accord. La capacité aussi de changer l'échelle de gain des filtres. Soit je suis en 10 dB, et auquel cas, là, ça ne va pas de 0 à 20, mais de 0 à 10. Donc, par exemple, si jamais j'ai fait une correction ici et que je suis par exemple à plus 10 dB, le fait de passer ici en échelle 10 va automatiquement adapter mon filtre. Mon filtre qui était à 10 sur une échelle de 0 à 20 va passer tout simplement à 5 sur une échelle de 0 à 10. Par contre, attention, ça ne change pas l'affichage. Donc, faut pas se tromper. On a tendance à dire que, en gros, si on utilise le NSEQ2 en mix, on va laisser l'échelle 0 plus ou moins 20. Lorsqu'on est en master, on va choisir l'échelle 0 plus ou moins 10. Donc voilà ce que vous allez déjà dans un premier temps pouvoir retrouver sur la section centrale. Ensuite, en plus de l'activation des activations globales, linkées ou pas, on va avoir l'activation des activations par bande. C'est-à-dire que vous pouvez faire la totale ou vérifier une correction. D'accord? Par exemple, si je prends cette fréquence-là dans l'aigu, donc là je suis à 16 kg. Voilà, je compare avec ma correction dans l'aigu. Vous voyez qu'il dit bien sur le charlet, hein. Et le charlet change de place pour activer. Donc l'activation des activations est
individuel, d'accord? Derrière, je dirais presque que c'est un EQ standard, c'est-à-dire que c'est un EQ, donc 2 x 4 bandes, d'accord, gauche-droite ou MS, avec les extrémités qui sont soit en shelves, soit en bells, d'accord? Donc par défaut, elles sont activées en shelves, mais si vous changez le mode, vous allez passer en bell. Vous allez être au niveau du shelf sur un 6 dB par octave. Lorsque vous allez tout simplement basculer sur une correction en bell, il faut savoir que le facteur de qualité induit par la machine est automatiquement un facteur de qualité de 1. Traduction, cette fréquence-là va avoir une action sur une octave plus un tiers d'octave. Donc soit je suis ici en shelf et j'ai un shelf à 6 dB par octave, soit je suis en bell et le bell aura automatiquement un Q de 1, c'est-à-dire une bande de 1 octave et un tiers. Sinon, les deux bandes centrales sont des bandes, elles, pures paramétriques, gain, facteur de qualité et tout simplement fréquence, donc quelque chose de classique. Possibilité sur les bandes de multiplier par 10 la fréquence. Donc si je suis à 100 ici, lorsque je multiplie par 10, ça me fait une correction à 1000, ce qui étend les possibilités de correction, avec un facteur de qualité qui va de 0,4 à 4, du plus large au plus serré, avec par défaut un Q basé sur 1, c'est-à-dire, je le redis, une octave et plus un tiers d'octave. Si j'avais un petit reproche à faire à cet EQ, il n'est pas en termes soniques, ce n'est pas en termes de caractéristiques sonores, mais c'est en termes d'affichage. C'est noir, les valeurs sont petites et surtout, d'accord, et surtout, là je suis à 1, je le sais parce que je suis en... C'est par défaut. Ici, je suis à 0,6, ok, mais entre les deux, je ne sais pas trop où je suis. Alors bien sûr, vous allez me dire, il faut écouter. Oui, mais c'est vrai que avoir une interface un peu plus agréable n'aurait pas été du luxe à ce niveau-là. C'est peut-être aussi pour ça que c'est un plugin un peu méconnu, mais vous l'avez vu, qui marche par contre très bien. Pour finaliser, ici, vous avez l'action de trim, c'est-à-dire la capacité, bien sûr, vous ne pouvez pas aller dans le positif, mais de réduire le niveau de votre EQ si jamais vous avez fait des corrections trop prononcées, d'accord? Donc ça peut aller quand même bas puisque on peut avoir un trim de 0 à moins 20 dB. Donc voilà un peu pour cet EQ NSEQ 2 qui reste, quoi qu'il arrive, un très bon EQ et dans notre cas ici un très bon plug avec des caractéristiques sonores relativement étendues, ce qui en fait un EQ, je ne vais pas dire passe-partout, mais pas loin, c'est-à-dire qu'on va pouvoir traiter des guitares, des synthés, des voix, des basses, éventuellement avec, en sous-groupe sur le Busmaster si vous voulez traiter des mix entiers, voire même en mastering si vous voulez l'utiliser lors de la phase de master. Donc on est là en face d'un EQ de très très bonne qualité. Encore, j'allais dire chez Plugin Alliance parce que globalement Plugin Alliance fait de très très bons plugs. Donc voilà ce que vous avez à savoir pour utiliser correctement le NSEQ 2 de chez Millenia. Un des derniers plugins arrivés dans la catégorie tranche de console, c'est la tranche de console AMEC 90-99. Donc, comme toute tranche de console qui est assez complète, avec section d'entrée, passe au passe-bas, gestion de la dynamique, gestion fréquentielle, etc. etc. Lorsqu'on commence, on arrive sur cette partie-là, le in-gain. On gère le niveau d'entrée de notre signal dans la tranche de console. Une fois qu'on a géré ce niveau, on va par défaut aller sur la section high pass et low pass, d'accord, qu'on peut activer, désactiver ici, sur laquelle on va pouvoir changer les bandes fréquentielles, c'est-à-dire au lieu d'avoir un high pass de 20 à 300, il va aller de 60 à 900 x 3. Idem pour le low pass avec une bande par défaut de 4,5 kg à 30 kg qui peut être divisée, donc 1,5 kg à 10 kg. Pourquoi je dis que par défaut il est placé tout de suite après le gain?
Parce que, tout simplement, son réglage par défaut est input. Traduction, je suis placé directement après la section d'entrée. Si je me mets en poste, je vais placer le filtre post gestion de la dynamique. Donc ici, post compression, limitation. Ou alors, je vais placer le filtre passe au passe bas sur le sidechain, c'est-à-dire la capacité de filtrer le signal de détection. Donc ça, une fois que j'ai le gain, après j'ai passe au passe bas et tout dépend où il est placé. Par défaut, il est placé tout de suite après le gain d'entrée. Ensuite, on rentre dans la gestion de la dynamique avec une première étape d'expander gate. Alors bien sûr, le gate, il faut l'activer ou tout du moins on peut l'activer, le désactiver. Mais on peut aussi passer cette section en expander et non plus en gate. On retrouve des paramètres standards, le threshold, c'est-à-dire le niveau en dessous duquel le gate et l'expander vont agir, la range d'action, que ce soit pour l'expander ou pour le gate. Traduction, si je suis à moins 60 dB en threshold, le gate ou l'expander va agir sur le signal qui est en dessous de moins 60 et sur une range de tout simplement par exemple moins 30 dB. Traduction, le gate et l'expander vont agir de moins 60 à moins 90. Bien sûr, si vous le mettez à 0, c'est comme si vous mettiez inactif le gate ou l'expander. Ensuite, on va avoir notamment aussi, selon si je suis en gate ou en expander, un paramètre qui va changer. Lorsque je suis en expander, j'ai la capacité d'avoir le ratio, c'est-à-dire la force avec laquelle je vais expandre le signal. Alors vous allez me dire, mais sur le gate, il n'y a pas. Non, sur le gate, il n'y a pas, tout simplement parce que quand j'active le gate, c'est comme si je mettais un ratio de 100 pour 1. D'accord? Donc je n'ai pas besoin de le régler puisque le plugin me dit ce sera obligatoirement 100 pour 1. Lorsque je suis en gate, par contre, j'aurai quoi? J'aurai tout simplement une fonction hold. Cette fonction hold, elle me sert à quoi? Tout simplement à maintenir l'effet actif pendant un temps donné. C'est-à-dire lorsque le signal passe en dessous du seuil, là, si je règle sur 100 millisecondes, tant qu'il passe en dessous du seuil sur une durée entre 0 et 100 millisecondes, l'effet reste tout simplement identique. Alors que lorsque je dépasse 100 millisecondes, je rentre cette fois dans la zone de release. Cette zone de release, donc là, ici, par défaut, voilà, j'ai mis 310 millisecondes. Par défaut, elle a une décroissance exponentielle, c'est-à-dire forte au début et plus faible à la fin. Je peux choisir de passer en linéaire, c'est-à-dire une décroissance linéaire en termes de release, en termes de décroissance de niveau. Si jamais j'ai besoin, je peux aussi régler la longueur de l'attaque, fast, mid et slow. Là, je n'ai pas de notion de valeur, j'ai juste des rapports, rapide, médium ou slow. D'accord? Si jamais je me rends compte que dans les réglages que j'ai faits, il y a quelque chose qui ne marche pas très bien, peut-être que c'est dû au niveau d'action, au niveau du signal. Donc là, j'ai la capacité, avec ce bouton-là, de faire varier l'échelle du threshold de moins 42 à plus 18. Mais si j'estime que c'est pas bon, je peux redescendre cette échelle et dire moi j'aimerais bien plutôt avoir, là par exemple j'ai mis moins 60. Si je voulais moins 60 avec l'échelle standard, je ne pourrais pas. Donc là, je peux redescendre l'échelle de threshold de moins 30 dB, ce qui me permet de faire agir le gate ou l'expander sur des niveaux beaucoup plus faibles. Donc ce qui est relativement important. En dessous de cette section de gate, expander gate, j'ai un filtre encore passe au passe bas. Attention, ce filtre passe au passe bas est tout simplement affecté au sidechain du signal de détection. Si j'appuie ici sur le listen, j'ai la capacité de l'écouter. Vous voyez, si je me mets... Là, je suis pleine bande. Vous voyez, j'ai la capacité d'écouter le signal qui va servir à la détection du gate ou de l'expander. Une fois que j'ai fini mon réglage, je retrouve le signal standard. J'ai la possibilité aussi, sur le signal de détection,
de rendre les filtres résonnants. Lorsque j'enclenche le IQ, je passe d'un filtre standard à un filtre résonnant. Regardez, on le voit même sur le schéma ici. Là, j'ai un filtre standard. Là, j'ai un filtre résonnant. Idem pour le passe-bas. D'accord? Donc, cette section-là, attention, ce n'est pas la même chose que ça. C'est affecté au signal de détection. Ensuite, on passe sur le compresseur limiteur. Alors, première chose, c'est j'ai la capacité sur ce plugin de demander quoi? De demander à activer le sidechain par un signal externe. C'est-à-dire qu'ici, dans le Pro Tools, nous, c'est le key input. Mais bon, dans votre dos, ça doit peut-être avoir une autre appellation. Mais au final, c'est la même fonction. On va pouvoir choisir d'activer ou non la compression limitation via un autre signal. D'accord? Et non pas le signal de ma tranche. Donc pour ça, il faudra que, tout simplement, j'enclenche l'external key. Sur cet external key, ou sur le signal de la tranche qui sert en détection, est-ce que je veux que la compression se fasse de manière identique, gauche-droite, et auquel cas, je mets sidechain link, ou est-ce que je veux que chaque côté soit indépendant et que si jamais j'ai une désymétrie voulue dans mon signal, la compression n'agisse pas sur le côté qui est moins fort et qui ne nécessiterait pas de compression. Donc, soit vous voulez que la compression appliquée soit la même et auquel cas gauche-droite ou MS et auquel cas vous allez tout simplement linker au sidechain, soit vous allez dire non, je veux que mes côtés soient totalement indépendants. Une fois qu'on a fait son choix, on va rentrer bien sûr dans les paramètres. On retrouve des paramètres standards. Alors déjà, on peut activer ou désactiver la comp, d'accord? On va pouvoir choisir le seuil d'action au-delà duquel le signal va être compressé. Cette fois, je n'ai pas juste un fast, mid et slow, j'ai des valeurs d'attaque. Donc le temps que met la compresse à rejoindre le ratio déterminé une fois que le signal est passé au-dessus du seuil. La release qui est, donc j'ai des valeurs qui est donc tout simplement le paramètre qui me permet de régler le temps que va mettre la compression pour rejoindre son état de repos, c'est-à-dire passer du ratio déterminé à 1 pour 1. Au niveau de la release, j'ai même deux modes. Un mode standard qui est plutôt proche du mode exponentiel, c'est-à-dire une décroissance rapide puis plus lente, avec ici un mode auto qui est en gros un mode automatique, c'est-à-dire le plug analyse le signal et adapte la valeur de mon release au signal analysé. D'accord? En standard, on est bien sûr sur le auto décoché. Ensuite, j'ai la capacité de demander à filtrer comme je l'avais sur le gate, sauf que sur le gate, j'avais low cut, high cut. Là, j'ai uniquement le low cut, donc le high pass, pour éviter de faire surréagir la compresse lorsque je fais rentrer un signal bas du spectre. D'accord? Donc, couper le bas du spectre pour que dans le signal de détection, il y ait moins d'énergie. La capacité aussi dans la zone de détection, dans la zone de compression, de choisir entre soft knee de base ou hard knee. Lorsque je suis en soft knee, tout simplement, je commence la compression légèrement avant le seuil et je finis la compression en termes d'action sur le ratio après le seuil, c'est-à-dire que je pars de 1 pour 1 par exemple jusqu'à 2 pour 1, je commence peut-être 1,1, 1,2, 1,3 pour 1 avant le seuil et je finis 1,8, 1,9, 2 pour 1 après le seuil. Alors lorsque je suis en hard knee, c'est binaire, c'est 0 ou 1, c'est-à-dire en dessous du seuil, il n'y a rien, au-dessus du seuil, ça s'active. D'accord? Bien sûr, avec la valeur du temps d'attaque, mais c'est binaire, c'est 0 ou 1 par rapport à la limite qui est donc notre seuil. Ensuite, vous allez avoir la compensation, donc le make-up gain, le gain de sortie de votre compression. Donc, vous pouvez compenser totalement ce que vous avez perdu. Si vous avez un GR d'1,5 et que vous faites plus 1,5, vous retrouvez le même pic que pré-compression, mais avec un signal plus dense. Vous pouvez ne pas compenser du tout et vous pouvez compenser plus que ce que vous avez
perdu. Attention, si vous compensez plus que ce que vous avez perdu, la seule règle à respecter, c'est le fait de ne pas faire saturer le niveau de sortie de la piste. Ensuite, autre paramètre, très pratique, notamment si on veut faire des réglages un peu drastiques en termes de compression, c'est le fait de dire à 100%, c'est mon dry and wait, à 100%, c'est le son 100% compressé. Par exemple, si je suis à 50, j'aurai moitié signal brut, moitié signal compressé. Donc, je vous le redis, pratique lorsqu'on a fait des réglages un peu drastiques en termes de compression. Suivant le compresseur, j'ai tout simplement la zone de limitation que voilà, j'active ou que je désactive, avec un seuil, bien sûr, et une valeur de release. D'accord ? Au niveau de l'attaque, je retrouve le système du gate, c'est-à-dire que j'ai soit fast attack, soit l'attaque standard, mais je n'ai pas de valeur en millisecondes comme je peux avoir ici sur mon compresseur. Si jamais la limitation ne m'intéresse pas, je vais tout simplement faire agir le clipper. Et donc, attention, lorsque je clip le signal, le but est tout simplement de générer de la distorsion harmonique. Donc, attention à la force du signal qui rentre dans la zone de dynamique parce que, qu'est-ce qui va se passer? Si vous rentrez trop fort et que vous demandez notamment à clipper sur un signal trop bas, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tordre le signal. Donc, le clipping, c'est bien parce que ça peut ramener quelque chose de sympa en termes de distorsion harmonique, mais attention à la quantité justement de distorsion harmonique que vous générez. Comme pour la compresse, le make-up gain, d'accord, qui me permet de rehausser mon niveau, et le dry and wait au niveau de la section de limitation. Une fois qu'on est sorti de la section de gestion de la dynamique globale, expander, gate, compresseur, limiteur, on va aller dans la zone de traitement fréquentiel. Il faut activer ou non l'ensemble de la zone d'EQ, mais ensuite, on aura la capacité d'activer ou de désactiver une bande de manière individuelle. Donc là, j'active, je désactive tout. Là, j'active qu'une seule bande. Ensuite, on a quelque chose de très pratique qui est l'auto-listen. L'auto-listen, c'est le fait que lorsque je vais changer ou je vais balayer les fréquences, je vais entendre la zone sur laquelle je suis. Regardez. Vous voyez, là, j'entends la zone actuellement sur laquelle je suis. Je relâche. J'entends le son direct de ma piste. Si j'enlève l'auto-listen, regardez, je vais bouger la fréquence et j'entendrai toujours le son de ma piste. Je n'entendrai pas la zone sur laquelle je me trouve. Donc l'auto-listen, c'est un petit paramètre qui est quand même bien pratique pour bien entendre la zone sur laquelle on se trouve. Comme pour les filtres ici, vous voyez que vous avez un routing possible sur l'EQ, pré, post ou SC. Par défaut, on est sur post. Post quoi? Post compresseur. Lorsque je me mets sur pré, je serai pré-compresseur. Donc, dans ce cas de figure-là, si je mets pré sur l'EQ et que je mets input, par exemple, sur le filtre, je sais que l'ordre, ce sera tout simplement le gain d'entrée, le filtre, l'EQ, la compression. Si je mets post, ce sera le gain d'entrée, le filtre, le compresseur, l'équaliseur. D'accord? Par contre, si je mets ici en post, j'aurai le gain d'entrée, la compression, gate, expander, compresseur, limiteur, le filtre ici et ensuite l'EQ. Donc vous voyez qu'on a des possibilités relativement importante. Bien sûr, j'ai la capacité d'affecter cette zone de traitement fréquentiel au signal de détection, d'accord, de la zone de dynamique, d'accord. Donc ça, par défaut, on est en poste. Donc ensuite, on est sur un EQ somme toute standard, c'est-à-dire ici les bandes graves et aiguës qui sont par défaut des shelves, mais qui peuvent être basculées en bells, d'accord, avec la capacité d'avoir une option sheen dans le haut, glow dans le bas, qui permettent en gros d'avoir une largeur de correction beaucoup plus grande.
Lorsque je suis comme ça, je vais avoir une largeur de correction plus petite que lorsque j'active le sheen. Donc, le fait d'activer le sheen ou le glow élargit, d'accord, élargit tout simplement la zone de traitement. Sur les fréquences intermédiaires, low mid et high mid, là, on est directement on est sur des bells, on est sur des valeurs paramétriques, c'est-à-dire fréquence, gain, facteur de qualité. Mais cette belle, j'ai la capacité de la transformer en notch directement, c'est-à-dire en coupe-bande. Donc ça, c'est très pratique. Par contre, notez que lorsque je suis en notch, forcément l'échelle change puisque en belle, j'ai une bande de gain de plus 18, moins 18. Lorsque je suis en notch, ça va de 0 à moins 19 puisque je ne peux pas faire de notch. Si je suis sur un coupe-bande, je n'ai pas la possibilité de faire de correction positive. Donc, les bandes médium sont en bells, d'accord. Les fréquences peuvent, pour les deux, être multipliées par 2 pour le high et divisées par 2 pour tout simplement le low mid, avec la capacité de les basculer tout simplement en notch, que ce soit pour le low mid, mais aussi pour le high mid. Ensuite, on a, entre guillemets, une sorte de section centrale sur tout simplement ma console, ma tranche de console, la génération de distorsion harmonique, ici, donc plus ou moins selon ce que je veux. La génération de souffle pour reproduire ce qui se passait dans les consoles. Si vous ne voulez pas, vous avez carrément la possibilité de mettre le V-gain sur off. Attention, si vous utilisez beaucoup de chaînes de tranches de console dans une session, si vous mettez trop de souffle, au bout d'un moment, ça va faire vraiment beaucoup. On a bien sûr ici le mode TMT qui me permet d'avoir tout simplement des réactions, notamment ici gauche-droite, différentes, d'accord. J'ai jusqu'à 72 tranches disponibles. Là, gauche et droite sont différentes parce que j'ai demandé à ce que le mode stéréo soit en analogue. Si je passe en mode digital, j'ai exactement la même réaction entre la gauche et la droite. C'est pour ça que les chiffres sont identiques. Je vous conseille de vous mettre en analogue pour simuler au mieux ce qui se passait dans les consoles, c'est-à-dire le fait que les tranches ne réagissaient pas du tout de la même manière. Ensuite, bien sûr, on a les indicateurs, tout simplement des indicateurs visuels, soit en vue, soit en ppm, c'est-à-dire en pic, avec visualisation de l'entrée ou de la sortie. Donc ça, c'est pratique. Donc en vue, donc basé sur le niveau RMS, ou ici en DBU, qui est donc la visualisation en pic de l'entrée ou de la sortie. On a bien sûr les indicateurs correspondant aux différents modules de gate et d'expansion, de compression ou de limitation. C'est-à-dire que lorsque j'agis, voilà, vous voyez, tac, j'arrête, il n'y a plus de signal, ça gate. Est-ce que je compresse plus ou moins fort? Voilà, hop. Là, vous voyez, j'ai une compression beaucoup plus forte. J'ai une indication sur le GR qui est actuellement appliqué. Si je veux derrière, éventuellement, tout simplement choisir en limitation, si je l'active bien sûr, là, je vais voir la zone de compression, donc 10 dB à peu près de GR, et la manière dont je limite. Et voire même là, dont je clip le signal. Vous voyez ? Donc, j'ai une vision sur, globalement, tout ce que je fais sur ma tranche de console. C'est-à-dire que ce soit du niveau d'entrée, du niveau de sortie, mais ce qui se passe aussi dans le compresseur, dans le limiteur et dans l'expandeur gate. Paramètres qu'on retrouve aussi très souvent dans tout simplement les tranches de console, mais dans nos nombreux plugs de chez Plugin Alliance. La capacité d'activer le monomaker, c'est-à-dire de recentrer toutes les fréquences en dessous de la fréquence choisie, ou d'activer le stereo width pour étendre élargir ou resserrer la perception stéréophonique de mon signal. Bien sûr, attention à utiliser avec parcimonie pour éviter les problèmes de phase. On retrouve aussi, bien sûr, l'inverseur de phase et le fait de muter, comme sur une tranche de console standard. Si vous utilisez plusieurs entités d'une même tranche de console,
vous avez la capacité de randomiser soit la tranche, soit toutes les tranches, notamment au niveau de l'action TMT. D'accord? Donc, si je demande à randomiser, il va me changer les valeurs des tranches. Si je lui demande pour tout, il va me dire, attention, ça va affecter toutes les entités, c'est normal. Et là, je vais me retrouver avec toutes les entités de ma tranche 90-99 dont les valeurs de TMT vont être changées. Pour terminer et pour gérer le niveau de sortie, on va bien sûr avoir quoi? On va avoir tout simplement le fader comme on aurait sur une console. On a d'autres petites options au niveau de cette tranche de console qui sont dans la toolbar. Des options simples telles que la gestion de la grosseur d'affichage. Ou alors, vous voyez ici, j'avais la THD et le V-gain, la capacité de gérer la THD pour l'ensemble des 90-99 et le V-gain pour l'ensemble des 90-99 aussi. C'est-à-dire la capacité de gérer tous mes plugins 90-99 au niveau de la THD et du V-gain de manière automatique et en une seule fois. D'accord? Pouvoir ici faire du solo sur M ou sur S. D'accord? Donc M ou S ou gauche-droite si vous désactivez l'un ou l'autre. Et la capacité, petit gadget, de dire là je suis sur une vue de console utilisée, vous voyez, avec les traces de noir, etc., de griffure, vous avez la possibilité de tout simplement avoir la version new, c'est-à-dire comme si elle était neuve. Alors bien sûr, que je sois en used ou en new, je n'ai pas de changement de caractéristiques sonores. Donc, vous voyez que cette tranche de console, en termes de paramétrage, elle est quand même assez complexe. Et on vient de balayer tout ce que vous avez besoin de savoir pour vous repérer correctement dans le routing et dans les paramètres pour bien utiliser cette tranche de console AMEC 90-99. Autre tranche de console arrivée il n'y a pas très longtemps chez Plugin Alliance, la tranche de console de série 50. Cette tranche de console qui, vous l'aurez peut-être remarqué, en fait émule les formats 500 de chez API. Pour commencer, je vais aller dans le menu qui se trouve en haut à droite. Dans ce menu en haut à droite, je vais avoir tout un tas d'options qui vont être importantes que je peux retrouver dans d'autres plugins aussi, mais notamment ici, dans un premier temps, la calibration, donc l'operating level, qui nous dit là pour le coup, la calibration est faite pour plus 4 dBU égale 0 vue égale moins 14 dB FS. D'accord? Là, j'aurai la capacité de choisir une range entre moins 12 et moins 20 dB FS pour plus 4 dBU en niveau de calibration. Par défaut, je suis à tout simplement moins 14 dB FS. On a la capacité, comme d'autres plugins, de choisir l'oversampling. Je vous rappelle que plus l'oversampling est fort, plus la ressource demandée à l'ordinateur est grande. La volonté ou non de simuler le bruit de fond qu'on a sur ces modules-là. Par défaut, on est off. Là aussi, la possibilité de clipper, c'est-à-dire de générer de la distorsion harmonique de manière soft, de manière beaucoup plus hard, donc de manière beaucoup plus dure en termes de perception sonore, ou alors carrément de dire non, moi je ne veux pas clipper. Que ce soit pour la fonction noise ou la fonction clipping, la capacité de demander à l'appliquer à toutes les instances de ce plugin dans votre session plutôt que de le faire de manière individuelle. Ici, gadget ou pas, mais la capacité de gérer la taille de votre fenêtre de plugin, c'est pratique quand on en a beaucoup d'ouvertes sur notre écran. Quelque chose qui pour le coup n'est pas un gadget, c'est la capacité d'avoir soit, entre guillemets, par défaut, j'allais dire des potentiomètres qui vont être ici continus, linéaires, soit qui vont être tout simplement steppés, c'est-à-dire que là, je fais moins 2, moins 4. Je n'ai pas d'intermédiaire entre les deux. Si je reviens ici et que je mets non pas steppé mais continu, je vais pouvoir avoir tous les intermédiaires entre les deux valeurs, moins 2 et moins 4. Donc ça, ce n'est pas anodin. Par défaut, vous êtes tout simplement sur une valeur continue.
Autre chose importante dans ce module, notamment concernant la section de dynamique, si vous voulez que le signal de détection du gate ou de la compression soit tout simplement le signal d'une autre piste, il faudra activer, d'accord, ou désactiver là, l'external sidechain pour la comp qui est indépendant pour le gate. C'est-à-dire que vous pouvez très bien demander à avoir un signal de détection externe pour le gate, mais que le signal de détection pour la compression soit le signal de votre piste. Donc ça, c'est très pratique. Ensuite, on va rentrer dans la section de gain in. Donc, j'ai la capacité de modifier le gain d'entrée de mon signal. Je n'ai pas que ce paramètre de gain. Je peux activer un low cut et régler la valeur du low cut. C'est 80 Hz par défaut, mais je peux aller de 1000 à 20 Hz. D'accord? Donc, à vous de voir les fréquences que vous voulez couper. La capacité d'appliquer ce qu'on appelle un pad, c'est-à-dire une réduction du gain d'entrée, cette réduction du gain d'entrée qui est de 20 dB, ou de fonctionner ce qu'on appelle en unity gain, c'est-à-dire si je monte le gain, le plugin va automatiquement baisser la sortie pour que le niveau d'écoute soit le même. D'accord? Donc lorsque je suis en unity, si je monte le gain, je baisse la sortie, le gain d'entrée, je baisse la sortie. Si je baisse le gain, je monte le niveau de sortie. Donc ça, c'est avec la fonction Unity. Ensuite, je vais avoir la capacité de générer de la THD, soit de manière standard, comme ce qui est censé faire le module à la base, soit moins que le module, soit plus que le module. Donc ça, très pratique d'avoir le contrôle sur la quantité de THD générée par le plugin. Donc là, on arrive sur quelques paramètres sur la section d'entrée. Au-dessus de cette section d'entrée, j'ai aussi la capacité de visualiser tout simplement ici le niveau d'entrée et le niveau de sortie. Donc lorsque je vais modifier mon gain d'entrée ou mon niveau de sortie, je vais avoir tout simplement la visualisation de ce qui se passe sur ça. Attention, là, je n'ai pas le choix entre ppm ou vue, c'est directement en vue. D'accord? Pour le in et pour le out. Ensuite, je vais arriver sur la section de traitement fréquentiel. Et là, déjà, attention, premièrement, cette section de traitement fréquentiel, elle va pouvoir être soit pré-dynamique lorsque je suis en standard, soit basculer les Q post-dynamique. Vous voyez, EQ post-din, je vais envoyer les Q après la section de dynamique. Donc ça, à vous de voir si vous voulez la mettre avant ou après. Ensuite, vous allez avoir le choix entre 3 modules. Ces 3 modules qui ici s'appellent 50A, 50B et 60, qui sont en fait les émulations des modules au format 500 API, 550A, 550B et 560. Le 550A, c'est tout simplement un EQ 3 bandes. Là où le 550B est un EQ 4 bandes, le 560 étant lui un EQ paramétrique par octave. Donc si je reprends par exemple le 550B, j'ai déjà la capacité d'activer ou non le module. J'ai 4 bandes, certes, par défaut les 4 bandes sont des bells, mais si je veux que les bandes extrêmes soient tout simplement en shelves, et bien tout simplement j'enclenche ces 2 boutons là. Du coup, le low frequency et le high frequency ne seront plus des bells mais seront des shelves. Là, j'ai mon gain bien sûr en continu puisque dans le menu j'avais choisi le gain en continu. Par contre, quoi qu'il arrive, les fréquences elles sont forcément steppées pour d'ailleurs toutes les bandes, d'accord? Donc quoi qu'il arrive, on n'a pas la présence du facteur de qualité, donc on n'a pas la présence du Q, donc c'est un EQ semi-paramétrique. Sur le 550, donc le 50 ici, A, eh ben, on a la même chose, c'est-à-dire le fait de tout simplement de pouvoir basculer cette bande-là et cette bande-là en shelf, ou alors garder le fait que ces 3 bandes sont des bells.
Pour le 560, c'est différent puisque on est sur du paramétrique. Donc, la seule action qu'on a, elle est sur le gain de la fréquence, mais on n'a pas la main sur le facteur de qualité et on n'a pas la main sur la fréquence. Les fréquences, là, sont tout simplement organisées par octave. 32, 63, 125, 250, 500, etc. Donc, c'est tout simplement la découpe du spectre en 10 octaves. D'accord? Avec la possibilité de faire jusqu'à moins 12 et plus 12 dans l'autre sens. Donc ça, rien d'exceptionnel. 2-3 petites options à bien retenir pour bien exploiter tout le potentiel de ces différents modules de traitement fréquentiel. Ensuite, on va arriver sur le traitement de dynamique et notamment la compresse. Alors la compresse, pareil, je vais avoir tout simplement 2 modules là qui sont prénommés FET et VCA avec tout simplement le FET qui est l'émulation du format 500 API 525 et le VCA qui va être l'émulation toujours du format 500 de chez API mais cette fois du modèle 527. Donc deux technologies de compresseurs, c'est d'autant plus de palettes sonores accessibles. D'accord? Donc ça, c'est quand même très pratique. Si je pars sur, par exemple, le FET, d'accord? On a en haut la capacité d'activer un dry and wait, d'accord? Pour permettre de ne pas avoir que le signal compressé, mais d'avoir un mélange entre le signal compressé et le signal direct. 100% compressé, mélange moitié-moitié. En gros, là, c'est que le signal brut. Avec la capacité de tout simplement filtrer le signal de détection, notamment au niveau du bas du spectre, pour éviter de faire surréagir votre compresse. Alors, ça va de 20 à 400, donc c'est largement suffisant. Et ensuite, on va avoir une gestion du niveau d'entrée et du niveau de sortie qui va influencer quoi? Notamment sur le niveau d'entrée, qui va influencer le GR qui va être produit par mon compresseur. D'accord? Plus je vais rentrer fort, plus le GR va être, tout simplement, plus le GR va être important. Vous voyez, là, j'ai peu de compression. Vous voyez que j'augmente le gain d'entrée. J'ai tout simplement une compression qui est relativement importante. Après, je peux filtrer pour alléger. Vous voyez, lorsque je suis là avec un filtre en dessous de 200 Hz, voilà, lorsque je l'enlève, c'est un peu plus grand. On va le voir sur d'autres sons qui arrivent. Vous voyez, ça réduit légèrement le GR. Donc, en gros, vous allez éliminer le bas du spectre, d'accord? Vous allez cutter, vous allez mettre un filtre pour vous permettre de ne pas faire surréagir votre compresse. Là, ici, si vous remarquez, j'ai pas de temps d'attaque, d'accord? L'attaque est, en gros, elle est automatique. Par contre, je vais avoir 3 possibilités. Je vais avoir une release, d'accord, ici, d'accord, 0,5 ou 1. Alors 0,5 ou 0,1, pardon. 2 ici, donc 2 secondes. Donc ça reste quand même important. Donc 0,1, donc 100 millisecondes, 500 millisecondes. Ou alors, tout simplement 2 secondes, d'accord? Ou lorsque j'ai les deux enclenchés, 2,5. Donc vous voyez que je n'ai pas quelque chose de continu en termes de choix de temps. J'ai 0,1, 0,5, 2, 2,5. Lorsque j'arrive ici, je suis bien sur la ligne de release, mais par contre, ce n'est pas exactement un temps qui m'est indiqué, c'est DS. C'est tout simplement le fait de faire réagir la compresse de manière plus importante sur les sibilances. Donc, lorsque vous allez vouloir basculer votre compresse pour avoir, entre guillemets, une fonction DSR, donc enlever les sifflantes, notamment, entre guillemets, des voix, pas que, mais des voix, vous allez pouvoir enclencher, indépendamment du temps que vous aurez pris ici, vous voyez que ça n'a pas de rapport, vous allez pouvoir enclencher le fait que votre compresseur sera plus sensible à la zone des sibilances et donc fonctionnera un peu comme un DSR.
J'ai parlé de compression pour ce module 525. J'ai ici le choix de l'activer bien sûr en compression avec un ratio de 2:1. Mais j'ai aussi la possibilité de l'activer en limitation avec tout simplement le fait de le mettre en limiteur et de prendre un ratio de tout simplement 20:1. Lorsque je suis en off, je suis sur un ratio de 1:1. Donc, en gros, j'utilise la caractéristique sonore de mon compresseur pour générer des harmoniques, mais sans générer de compression tout simplement, de mon signal. Ensuite, j'ai tout simplement le ceiling, d'accord? Donc, en fait, avec le ceiling, plus j'augmente la comp, et en fait, j'ai un rapport entre augmentation de la comp et le make-up gain. Hop, il faut que je me mette ici, voilà. Voilà, je vais avoir ce ceiling. Vous voyez, là, j'ai pas touché l'input. Là, je vais faire la même chose sans ceiling. Vous voyez, là, je mets un ceiling fort. Vous voyez qu'à niveau d'input équivalent, je ne l'ai pas touché. Le simple fait de toucher le ceiling va générer une compression beaucoup plus importante. Donc, ça augmente en gros la compression de mon module sans avoir à changer le niveau d'input. Parce que si je change le niveau d'input, je vais aussi changer certaines caractéristiques sonores. Donc, si vous voulez rester, vous pouvez garder la valeur par défaut qui est 4 et ne gérer que votre input-output et notamment l'input pour tout ce qui est niveau de compression, donc le gain reduction. Donc ça, c'était pour le 525. Maintenant, on va passer au VCA, donc le 527. Donc là, on n'a pas input-output, on a un niveau de threshold au-dessus duquel la compression commence à agir. Le gain, le make-up gain de sortie, c'est-à-dire le niveau de sortie de mon compresseur. Je retrouve certaines choses communes à beaucoup de compresseurs VCA, notamment les temps d'attaque 0,1, 0,3, 1, 3, 10, 30. Là, en plus de ces 0,1, 0,3, 1, 3, 10, 30, j'ai un 0,03. C'est-à-dire que mon temps d'attaque le plus petit, il est à 30 microsecondes. Donc, c'est quand même relativement important. Je retrouve aussi des valeurs de release. Là, par contre, les valeurs de release par opposition à l'attaque qui est steppée, la release, elle est continue entre tout simplement 50 millisecondes et 3 secondes, d'accord? Et un choix de ratio, d'accord? Pareil, lui qui est steppé avec une position infinie qui passe ce module 527 en limiteur, d'accord? Donc, on retrouve des paramètres somme toute classiques. C'est la caractéristique sonore du VCA qui va vous faire choisir ce compresseur-là plutôt qu'un autre. Mais en termes de réglage, on retrouve tout simplement les réglages standards. À savoir aussi que ce module, il peut être aussi bien feed-forward que feedback. Donc, les modes feed-forward et feedback. Feedback, on est basé sur tout simplement le niveau de sortie du compresseur. Là où en feed-forward, on est basé sur le signal d'entrée du compresseur. Donc ça va aussi avoir une action sur tout simplement la génération de compression, c'est-à-dire quelle va être la valeur du GR. Donc si on fait ici, donc vous voyez là, j'ai à peu près un GR de 8-10. Vous voyez que là, je me mets tout simplement en feed-forward. Et du coup, en feed-forward, j'ai des ratios qui peuvent aller jusqu'à 20. Lorsque je suis en feedback, je vais être aux alentours de 8-10. Je me mets en feed-forward, je suis sur des valeurs bien plus grandes. Donc, sans changer les caractéristiques d'attaque, de release, de ratio, de threshold, le simple fait de basculer votre module de feedback à feed-forward va tout simplement changer la réaction de votre compresseur et donc changer là ici, on le voit ici au niveau du GR. En feed-forward, on aura un GR plus fort qu'en feedback. D'accord? On a aussi
la capacité de tout simplement avoir une option soft, traduction hardni, softni. D'accord? Donc, soit je suis en soft et en gros, le passage du 1 pour 1 ratio au ratio déterminé s'effectue sur une zone beaucoup plus grande, un peu avant le threshold et un peu après le threshold. En hardni, c'est binaire, c'est-à-dire que je compresse au moment où ça passe au-dessus du seuil et donc le passage de 1 pour 1 au ratio déterminé ne se fait que lorsque le signal a dépassé le seuil. Donc là, encore une option qui me permet de modifier les caractéristiques sonores que je vais avoir ou que je veux avoir entre le hardni et tout simplement le softni. D'accord? Le niveau, le NIV ici, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un filtre sur le sidechain, d'accord, avec un peu moins de bas et un peu plus d'aigu. C'est pas forcément l'option la plus intéressante, mais il faut toujours savoir à quoi ça sert. Donc voilà pour les deux choix entre le FET, le 525 et le VCA, donc le 527. Mais cette tranche-là n'est pas finie. On a tout simplement un module de gate. Alors on va y retrouver bien sûr le threshold en continu. Donc là, on est sur un gate ou en expansion si jamais j'active l'option. C'est-à-dire là, je suis en gate, là, je suis en expansion. Mais du coup, là, c'est non plus le signal qui est au-dessus du seuil qui est traité, mais le signal qui est en dessous du seuil qui est traité. Avec là, si je me mets à moins 10 et que je me mets sur 12 de range, eh ben, je dis en gros, tu agis sur le signal qui est en dessous de moins 10 sur une range de 12, c'est-à-dire de moins 10 à moins 22. D'accord? Donc, vous déterminez la zone d'action. En termes d'attaque release, eh ben, on a une attaque qui est soit standard, soit fast, sans avoir les valeurs. Ou alors, ici, le bouton pour la release, d'accord? En termes de temps, on va de 20 microsecondes à tout simplement à 2 secondes. Donc ça vous permet de modeler, hein, d'accord? Donc le fait de dire quand ça doit se fermer, est-ce que en gros ça se ferme rapidement ou est-ce que ça se ferme beaucoup plus lentement? Donc ça c'est en fonction des propriétés sonores que vous voulez avoir dans votre signal. L'hystérésis ici, ce qu'il faut voir, c'est que c'est une pondération, on va dire, du threshold. C'est-à-dire que soit ça va se passer pile poil au niveau du threshold, soit il va y avoir une pondération du niveau du threshold par l'hystérésis, que ce soit au-dessus du seuil, d'accord, ou en dessous du seuil. Donc là, threshold moins 10, il va y avoir une pondération de 4 dB avec l'hystérésis. Si je suis en dessous, eh ben, il y aura, pareil, quand ça va passer en dessous du seuil, la valeur du seuil pondérée par l'hystérésis. Donc en gros, pour simplifier le paramètre, notez que l'hystérésis, c'est une pondération du niveau d'action ici de notre expander gate. Bien sûr, en bas, le fait d'activer ou non le module. Ensuite, bien sûr, le niveau de sortie que je peux visualiser ici sur mon indicateur de niveau dans la section d'entrée. Comme toutes les tranches de console, elles ont la fonction TMT qui me permet d'avoir une réaction différente entre la gauche et la droite, d'accord? Comme ce qui se passe d'ailleurs sur les consoles. De demander à ce que ça s'applique tout simplement à cette entité-là ou que ça s'applique à toutes les tranches de console 50 séries que j'ai dans ma session. Là, je suis en analogue, je respecte ce qui se passe dans les consoles. Si je suis en digital, bah, tout simplement, j'ai la même réaction à gauche et à droite. D'accord? Bien sûr, ici, les boutons de cut, donc de mute et d'inversion de phase. Donc voilà ce que vous avez à savoir sur ce plugin donc de 50 séries de chez Lindell qui émule, je vous le redis, les modules série 500 de chez API pour bien vous en servir lors de la phase de mixage. On va maintenant voir comment utiliser le plugin de la série 80 de chez Lindell dans votre mix. Donc
Là où la série 50 émulait des modules API, la série 80, très logiquement dans le nom, simule tout simplement des modules de chez Nive. Donc, on retrouve des choses de manière classique, c'est-à-dire une section d'entrée, une section de gestion du fréquentiel et une gestion de la dynamique. Donc ça ne change pas des autres tranches de console. On a toujours notre menu en haut à droite pour la calibration, pour l'oversampling, le bruit de fond et le clipping. Donc ça, c'est commun, j'allais dire, entre le plugin de série 50 et le plugin de série 80, avec aussi la capacité d'avoir un sidechain externe pour la comp et ou pour le gate. Et donc, quand je dis et ou, c'est-à-dire avoir la capacité de dire la comp peut être en sidechain externe, là où le gate sera sur un sidechain dû au signal de la tranche sur laquelle je suis. Donc ça, c'est quand même un petit outil relativement pratique. On a aussi la capacité de gérer le niveau d'entrée et le niveau de sortie de notre tranche de console, comme on peut le faire avec ici la section d'entrée et la section de sortie. Donc plusieurs moyens de régler le niveau d'entrée et le niveau de sortie que je peux bouger, d'accord, sans avoir besoin d'être dessus, notamment ici. Donc dans la section d'entrée, je retrouve quelque chose de commun avec la série 50, c'est la capacité de gérer le niveau de THD. De base, je suis à 0, c'est-à-dire que je génère la THD que, entre guillemets, générerait le hard. Je peux diminuer cette THD ou l'augmenter, d'accord? Donc vous avez la capacité vraiment de gérer ça. Au-delà de cette gestion-là, vous pouvez même vous servir du plugin de série 80 juste en THD. C'est-à-dire que si je désactive les modules qui sont après, là, je n'ai que le niveau d'entrée. Je ne compresse pas, je ne filtre pas, je ne gate pas. Donc, j'ai la capacité de gérer uniquement la THD. Donc, ce plugin tranche de console peut aussi nous servir tout simplement, nous servir juste en générateur, entre guillemets, en générateur d'harmonique. On y retrouve, bien sûr, ici, le gain d'entrée, avec la possibilité d'y appliquer un pad de 20 dB et d'appliquer la fonction unitaire qui va faire que lorsque je vais augmenter le gain, je vais baisser tout simplement le niveau de sortie et inversement. Donc, je monte le gain d'entrée, ça baisse la sortie. Je baisse le gain d'entrée, ça monte le niveau de sortie. Donc, ça, c'est très pratique. Bien sûr, ici, j'ai les indicateurs, que ce soit d'entrée-sortie ou du gain reduction pour le compresseur et pour le gate. Vous voyez, niveau d'entrée, sortie. Et ici, le niveau de GR du compresseur. D'accord? Ensuite, on va pouvoir attaquer tout simplement la section fréquentielle. Alors, bien sûr, je vais tout simplement activer ce module EQ. Je vais avoir aussi la possibilité d'activer ou non les filtres. Quand on parle activer ou non les filtres, c'est activer le passo passe-bas. Alors, j'ai un passo passe-bas ici parce que je suis en mode 84, traduction en mode Nive 1084. Et sur les 1084, vous avez le passo et le passe-bas. Si je désactive le mode 84, vous voyez que je n'ai accès qu'à un passe-haut, donc un low cut. Et ça, on est plutôt dans le fonctionnement d'un 1073. Dans un 1073, vous n'avez pas de passe-bas, vous n'avez que un passe-haut. Donc, soit vous êtes en 1084 et vous avez passe-haut, passe-bas, soit vous êtes en mode 1073 et vous avez uniquement le passe-haut. Dans les deux cas, pour activer ces filtres, ça se trouvera en bas de votre module. Lorsque je suis en mode 1084, j'ai passe-haut, passe-bas, comme je vous l'ai dit, un low shelf, une belle et un high shelf. D'accord? J'ai 3 bandes. Mais attention, la particularité en mode 1084, c'est que la bande supérieure, j'ai 3 fréquences à ma disposition. 16, 12 et 10. D'accord? Lorsque je sors du mode
lorsque je sors du mode 1084 pour passer en mode 1073, bah, très logiquement, je n'ai pas le choix de la fréquence. J'ai un shelf positif, mais comme dans les 1073, c'est un shelf positif à une fréquence fixe de 12 kg. D'accord? Donc, soit j'ai le choix de la fréquence, soit je passe en 1073 et j'ai un filtre de 12 kg. Lorsque je suis en mode 1084, j'ai aussi la capacité d'avoir deux valeurs de facteur de qualité. D'accord? Un high quand j'active et un low quand, tout simplement, lorsque je le désactive. J'ai par contre des fréquences qui sont steppées, comme sur les vrais modules. C'est-à-dire que je n'ai pas le choix. Là, si je veux, par exemple, 40, non, c'est soit 35, soit 60. Je n'ai pas la possibilité, d'accord, d'aller entre deux fréquences. Pour chaque bande, donc je suis sur du semi-para, hormis celui-là où j'ai un Q, mais j'ai que deux valeurs. J'ai la capacité quand même de faire plus 16, moins 16, ce qui est quand même assez énorme. Et là, ici, 35, 60, 110, 220, d'accord, qui sont d'ailleurs les mêmes lorsque je suis en mode 1073. Ici, au niveau de label médium, 360, 700, 1,6 kg, 3,2 kg, 4,8 kg, 7,2 kg, c'est strictement les mêmes lorsque je suis en 1073 ou en 1084. Donc, on voit bien un EQ, alors je vais être méchant, mais assez rudimentaire, mais qui marche très bien. D'accord, moi, pour avoir des 1073 et notamment des 81 aussi en vrai, vraiment, c'est des EQ très performants malgré le fait qu'ils soient semi-paramétriques. Donc, ça va être très souvent, on va y faire de la correction additive, mais ce qui ne nous empêche pas de pouvoir faire du soustractif avec. Donc, on voit bien deux modes différents et voilà, dans tous les cas, on a trois bandes, d'accord, low shelf, mid, high shelf, la même chose à quelques options près en version 1084. Ensuite, on va avoir l'aspect compression. Donc sur cet aspect compression, on va retrouver quoi? On va retrouver un dry and wait dans le cas de compression un peu drastique pour mélanger le signal direct et le signal compressé, d'accord? Un sidechain pour éviter le rumble du bas du spectre et l'énergie du bas du spectre dans le signal de détection. Un threshold pour le niveau d'action. Un ratio qui va être par contre lui aussi steppé. J'ai 5 choix à ma disposition. 1, 5, 2, 3, 4 et 6. Est-ce que j'ai l'attaque? Non. Par contre, j'ai un recovery qui est donc mon temps de release qui lui aussi est steppé avec des valeurs fixes 100, 400, 800, 1 seconde 5 ou un mode auto qui fait en sorte, en gros, d'adapter votre temps de release au signal qui traverse la compresse. Donc, vous avez ici la recovery, mais pas d'attaque. L'attaque est gérée directement par le module. Ensuite, on va avoir ici le make-up gain de 0 à 20 dB. Donc, ce make-up gain qui va me permettre, comme pour tout make-up gain, de compenser totalement, partiellement, plus ou pas du tout, le niveau. D'accord? Donc, je vais gérer le niveau de sortie de mon module de compression grâce à ce paramètre de gain. Ensuite, je vais avoir bien sûr le fait d'activer ou de désactiver le module. Le niveau, ça met un filtre sur tout simplement sur le sidechain. C'est automatique, vous n'avez pas le changer. On nous dit que en gros, c'est un sidechain qui va compenser les différentes largeurs de bande tout au long du spectre. C'est-à-dire que lorsque vous êtes par exemple de 125 à 250, vous avez 125 fréquences et c'est une octave. Mais quand vous avez 250, 500, vous avez 250 fréquences, mais vous balayez toujours la même zone, c'est-à-dire toujours une octave. Et pourtant, il y a 2 fois plus de fréquences. Donc, cette option niveau, d'accord, nous informe sur le fait que lorsqu'il est enclenché, ça met un sidechain sur le signal de détection pour compenser les 3 dB qu'il peut y avoir d'une octave à une autre. Ensuite, vous avez le mode NUC. Ce mode NUC,
qu'on connaît bien sur un autre compresseur qui est le distresseur, qui est en gros un overload du niveau qui va dans le compresseur pour justement, j'allais dire, déchirer le signal et générer une grosse distorsion harmonique. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'attaque dont je n'avais pas la main dessus. C'est vrai, je n'ai pas de potentiomètre d'attaque. Par contre, j'ai la capacité d'activer un fast attack si jamais je mets ma tranche de console sur un signal dans lequel les transitoires sont relativement rapides. Une fois que je sors de ce module de compression, j'attaque le module d'expander gate alors que je peux activer ici. Et que je bascule en expander ici, avec toujours, tout simplement, la gestion de l'attaque en fast ou en standard. On y retrouve le niveau en dessous duquel l'expander gate va agir, avec le threshold. L'hystérésis qui est là, donc la pondération du niveau en dessous duquel le signal l'expander gate va agir. L'attaque, pareil que pour la comp, c'est soit fast, soit standard. Et avec, par contre, cette fois, une recovery qui n'est pas steppée comme pour la compression, mais qui est tout simplement linéaire. Pas linéaire, continue, pour être plus précis. Là, par exemple, donc là, je désactive. Si, par exemple, j'écoute voilà, sur un bus de snare, vous voyez, là, le 16 dB à 10 kg. L'avantage, c'est que ce n'est pas agressif. D'accord? Vous voyez? Ça reste quand même très efficace. Vous voyez, sur le médium. Là, si je fais le médium et le haut du spectre. Et là, avec. Vous voyez, donc ça reste quand même très, très efficace. D'accord? Alors, bien sûr, après, je peux demander à générer une THD supplémentaire. Vous voyez, là, c'est THD à fond. Là, c'est THD standard. Là, c'est THD à fond. Donc là, pas de THD. THD à fond. THD standard. À fond. Toujours à fond. Standard. À fond. Standard. À fond. Donc, vous voyez que cette THD, elle va vous permettre de... Alors attention, ça ne va pas transformer votre son, mais petit à petit, si vous utilisez beaucoup de tranches de console de série 80, vous pouvez en fait petit à petit rajouter des harmoniques. Il ne s'agit pas de tout mettre à fond sur tous les plugins, mais de rajouter des harmoniques pour augmenter la consistance sonore de votre signal, la densité sonore et rendre certaines sources, notamment un peu numériques, un peu plus, j'allais dire, entre guillemets, un peu plus chaudes. D'accord? Donc là, j'ai fait standard et à fond pour voir la différence, mais forcément, c'est pas toujours tout à fond. Donc voilà ce que vous avez besoin de savoir sur cette tranche de console, donc là qui émule des modules de chez Neve, et de bien savoir s'en servir lors de la phase de mixage.